Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le deuxième opérateur. Il est très utilisé dans la physique. Il s'agit de l'opérateur divergence. Donc, c'est quoi l'opérateur divergence? Sa signification physique et où je peux trouver cet opérateur. Ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Allez-y, on commence par la définition de la divergence en mathématiques. Donc, en mathématiques, la divergence, c'est un opérateur différentiel linéaire défini sur le champ vecteur et à valeur dans les fonctions. C'est-à-dire, c'est un opérateur qui agit sur un vecteur et le résultat sera un scalaire. Et pour la physique, on trouve la divergence dans différentes équations, surtout l'équation de la conservation, comme l'équation de la conservation de la charge en électromagnétisme, l'équation de la conservation de la masse en mécanique de fluide, etc. Alors, donc, je considère un champ vectoriel A et les coordonnées de ce champ vecteur, c'est AX, AY, AZ en coordonnées cartésiennes. Et le nabla, on a déjà défini l'opérateur nabla. C'est un triangle à l'envers avec un vecteur. C'est vide ici, pas de fonction, il n'y a rien, c'est nabla. Et c'est la dérivée partielle par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Si on fait le produit scalaire entre nabla, ou bien l'opérateur nabla, et le champ vectoriel A, on va avoir ce qu'on appelle la divergence. Donc nabla scalaire A égale divergence de A. Si on fait le produit scalaire entre entre nabla et A, attention, on commence par nabla après A. Et j'ai pas le droit d'inverser le produit scalaire. Ça va donner la dérivée partielle de AX par rapport à X, la dérivée partielle de AY par rapport à Y, et la dérivée partielle de AZ par rapport à Z. Donc ça, c'est la divergence d'un champ vectoriel A. Et attention, ce produit scalaire qui est dans la divergence valable seulement en coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de remplacer nabla en coordonnées cylindriques par exemple et A en coordonnées cylindriques pour avoir la divergence de A en coordonnées cylindriques. Cette opération, bien, ça valable seulement en coordonnées cartésiennes. Alors, pour mieux comprendre la divergence, on va énoncer un théorème très utilisé, soit en électromagnétisme, soit en mécanique de fluide. Il s'agit du théorème de Green-Ostrogradsky. Ce théorème, c'est quoi l'idée? C'est transformer double intégrale sur une surface fermée vers triple intégrale sur un volume. Donc, je considère une surface S fermée. C'est quoi une surface fermée? C'est une surface qui délimite un volume V. Et j'ai un champ A vectoriel. Alors, si j'ai double intégrale, c'est-à-dire le flux de A à travers la surface S, où S est une surface fermée, comme vous voyez ici, il s'agit d'un cercle qui montre que la surface est fermée. Je peux transformer cette intégrale, double intégrale, vers triple intégrale avec V si le volume correspond à cette surface. Une divergence de A de taux, c'est ce qu'on appelle le théorème de Green-Ostrogradsky. C'est un théorème très utilisé dans la physique parce que parfois on trouve un bilan énergétique ou un bilan de masse où il y a à la fois double intégrale et triple intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour développer le calcul? Il faut transformer double intégrale sur, bien sûr, une surface fermée vers triple intégrale en introduisant la divergence de A. Alors, en coordonnées cartésiennes, on a déjà parlé de divergence de A, c'est cette expression. Donc, c'est simple à mémoriser. Donc, en coordonnées cylindriques, la formule va changer. Divergence de A, c'est 1 sur R.
la dérivée partielle par rapport à R de R à R. C'est tu vas prendre R et tu vas multiplier fois la première composante en coordonnées cylindriques de A. Plus 1 sur L, la dérivée de la composante à θ par rapport à θ. Et pour la dernière composante, c'est la même chose que les coordonnées cartésiennes. C'est la dérivée partielle de A à Z par rapport à Z. Donc, généralement, les expressions comme ça sont données à la fin de l'énoncé. Un examen, en concours, on donne la divergence en coordonnées cylindriques, en coordonnées sphériques. En coordonnées cartésiennes, c'est facile de mémoriser la relation parce que c'est très simple. En coordonnées sphériques, de même, GA en coordonnées cylindriques, sphériques, pardon, c'est AR, Aθ, A phi. Donc, voilà l'expression de divergence de A. Alors, on passe à autre chose, c'est les propriétés et quelques propriétés et la signification de la divergence. Alors, donc c'est une relation simple à démontrer, puisque divergence c'est un opérateur différentiel. J'ai à l'intérieur f fois a, donc ça va donner f divergence de a plus a scalaire grade de f. Autre chose, c'est le théorème de Green-Ostrogradsky. On peut écrire cette expression comme ça, c'est-à-dire divergence de a, c'est exactement d de phi sur d de taux avec d de taux envers 0, un volume élémentaire infiniment petit. Si vous voulez, on peut dire que divergence de A, c'est un flux volumique. C'est le flux sur d de taux, c'est un flux volumique. C'est la divergence de A, c'est un opérateur local, c'est-à-dire se calcule en un point M, ou c'est exactement, si vous voulez, le flux volumique autour de ce point. Donc, j'ai deux cas ici. La divergence de A peut être égale à 0. Dans ce cas, on dit pas de variation de flux, ou là, le flux est conservatif de A à travers une surface fermée, parce que vous pouvez transformer ça à double intégration une surface fermée à scalaire de S, et ça montre qu'il y a la conservation de flux, c'est-à-dire le flux entrant compense le flux sortant, et globalement, le flux est conservatif de A, bien sûr, à travers une surface fermée. Si la divergence est différente des zéros, peut être positive ou négative, ça dépend de la situation. On dit qu'il y a une variation de flux. Il y a une différence entre le flux entrant et le flux sortant. Ça va donner une différence et ça va donner une divergence de A qui est différente de 0. Comme vous voyez ici, j'ai un champ vectoriel A où le vecteur A est un vecteur sortant. Dans ce cas, la divergence est positive. Si vous voulez, on peut mettre un petit volume entre les lignes de champ, par exemple. Il s'agit d'un champ électrique ou un champ magnétique. On peut mettre un volume et avec l'évolution, ce volume va augmenter. C'est-à-dire il y a une dilatation de ce volume. Donc, la divergence, c'est positive dans ce cas. Sinon, c'est-à-dire si le champ A est converge vers un point P, la divergence est négative. Et le dernier cas, c'est-à-dire la divergence égale à 0, il s'agit d'un champ constant, il s'agit d'un volume entre les lignes de champ, ce volume sera fixe, pas de changement, donc la divergence est nulle. Alors, donc je commence par le premier exemple, c'est la divergence en électromagnétisme. Et je commence par l'énoncé du théorème de Gauss. Sous forme d'intégrale ce théorème, c'est le flux de champ électrostatique à travers une surface fermée, sigma, fermée, égale à la charge Q intérieure qui se trouve à l'intérieur de cette surface, divisée sur la permissivité du vide. C'est epsilon 0, permissivité du vide. Alors, cette relation intégrale, on peut la transformer à une équation locale. Comment? En utilisant toujours le théorème de Green-Ostrogradsky. On peut transformer double intégrale à triple intégrale sur un volume, divergence de E, d de temps. Et la même chose pour la charge à l'intérieur. Et on développe le calcul, on trouve divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Ça, c'est ce qu'on appelle équation de Maxwell-Gauss. Sera étudiée en électromagnétisme. Et il y a 4 équations de Maxwell.
Parmi ces équations, on trouve l'équation de Maxwell-Gauss. Donc, si vous voulez, divergence de E égale à rho sur epsilon 0, c'est une équation locale, c'est-à-dire valable seulement dans une région d'espace bien déterminée. Alors, le premier exemple, on va prendre une surface fermée sous forme d'une sphère, où il y a une charge, Q à l'intérieur au niveau du centre. Et le flux de cette charge est différent de 0. Donc la divergence aussi de E est différente de 0 dans ce cas. Parce qu'il y a le flux, il n'y a qu'un flux sortant. Et si vous voulez, on peut montrer que si la charge est positive, la divergence est positive. Un autre exemple, on va prendre la même charge ponctuelle, mais dans ce cas, cette charge sera à l'extérieur. Et lorsqu'il y a un flux de champ électrostatique créé par cette charge, donc on va trouver deux parties. Il y a une partie ici, une partie ici. Donc le flux à travers la première surface compense le flux à travers la deuxième surface, ça va donner un flux égal à 0. Donc divergence de E égale à 0. Donc le flux de champ électrostatique créé par la charge Q à travers la sphère, qui est une surface fermée, égale à 0. Donc divergence de E égale à 0. Le flux, si vous voulez, le flux de E à travers cette surface fermée est conservatif. Alors, un autre exemple, c'est l'équation de Maxwell flux. Divergence toujours, divergence de B égale à 0. Ça montre que le flux de B à travers une surface fermée est toujours égal à 0. C'est-à-dire le flux de B est conservatif. Bien sûr, le flux à travers une surface fermée. Donc, ça dit bien sûr à la non-existence des monopoles magnétiques. Donc ça, c'est divergence de B égale à 0. C'est parmi les quatre équations de Maxwell, il y a l'équation de Maxwell flux. Sa signification physique, c'est le flux de B est toujours conservatif. Même en mécanique de fluide, divergence de V, la vitesse d'écoulement égale à 0, montre que le débit est conservatif. C'est pour un écoulement incompressible. Alors, en mécanique de fluide toujours, je prends par exemple l'équation de la continuité et je peux montrer que divergence de V égale à moins 1 sur ρ, la dérivée particulière de ρ par rapport à T. Et puisque, si vous voulez, la masse volumique d'une particule fluide égale à la masse sur le volume, la masse, c'est une constante de la particule du fluide, je peux montrer que cette relation, ça va donner la dérivée particulière de volume de particule fluide par rapport à T, 1 sur le volume d'une particule de fluide. Alors, à partir de cette relation, qu'on peut la démontrer à partir de l'équation de la continuité, c'est la dérivée partielle de ρ par rapport à T, plus divergence de ρ V égale à 0. Cette équation de la continuité, ou bien la conservation de la masse, permet d'arriver à cette relation. Et maintenant, je peux déduire la signification de divergence de V. La divergence de V, c'est quoi? Il mesure, cette divergence, il mesure en chaque point le taux d'accroissement au relatif du volume de la particule de fluide au cours du temps. C'est-à-dire, s'il y a une dilatation, la divergence de V sera positive, sinon sera négative. Le cas où le volume de la particule de fluide reste le même, pas de changement, ou bien l'écoulement incompressible, la divergence de V égale à 0. Et dans ce cas, le débit massique est conservatif. Voilà, donc pour si vous voulez ici, divergence de V différente de 0, l'écoulement, si vous voulez, c'est mieux. L'écoulement incompressible ou bien le fluide incompressible. Sinon, le fluide ou bien l'écoulement est incompressible. Alors, je prends le premier exemple, c'est un champ de vitesse sous cette forme, AX suivant X. On calcule la divergence, ça va donner 1. Si on suppose que A est positif.
Donc, ça montre qu'il y a une dilatation de la particule de fluide ou bien le volume de la particule de fluide. Voilà, si on prend par exemple dans le plan Y en fonction de X, on représente les vitesses. À ce niveau, c'est la même longueur, la même direction. Mais si on se déplace à ce niveau, donc X augmente. Si X augmente, la norme de la vitesse augmente. Et toujours, on garde la même direction, le même sens, mais avec une flèche plus grande au niveau de la taille. Alors, si vous voyez ça, c'est par exemple en bleu, c'est une particule de fluide. Lorsque cette particule de fluide avance dans l'écoulement, un certain temps, qu'est-ce qu'on va voir? Une extrémité sera avec une vitesse V plus grande et l'autre extrémité avec une vitesse plus petite. Et ça va donner quoi? Ça va donner une dilatation de notre particule de fluide. Ça c'est la signification de divergence de V égale à A, où A est positif. Donc, il y a une dilatation de la particule de fluide. C'est le cas contraire, si la vitesse est plus petite, le volume va diminuer, c'est une compression et la divergence sera négative. Le cas où le volume de la particule de fluide reste le même, divergence de V égale à 0, on dit que l'écoulement est incompressible. Donc pour le fluide compressible ou bien l'écoulement, normalement un fluide incompressible implique seulement l'écoulement incompressible. L'autre sens, c'est-à-dire c'est impossible parce que on peut avoir un fluide compressible et on peut réaliser avec ça un écoulement incompressible. C'est-à-dire je prends un gaz, c'est un fluide compressible et je peux réaliser avec ce gaz un écoulement incompressible. Donc pour cela on dit fluide incompressible implique un écoulement incompressible et je ne peux pas revenir l'autre sens. Alors, je prends par exemple un autre champ de vitesse. C'est exactement comme le champ magnétique créé par un fil infini. C'est en 1 sur R ou suivant Oθ. Si on calcule la divergence mathématiquement, on trouve 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que le volume de la particule de fluide reste le même, pas de dilatation, pas changement de volume. Donc avec l'écoulement dans ce sens de notre fluide, la particule de fluide ne change pas le volume. Donc l'écoulement est incompressible. Alors, autre chose, c'est V égale à YX, c'est le champ de vitesse pour le troisième exemple. Si on calcule la divergence, ça va donner 0. Et ici, c'est-à-dire vous pouvez représenter Y égale à X comme droite, comme ça. Et la vitesse sera comme ça. C'est un gradient de vitesse suivant au Y. Et la même chose dans l'autre sens. Alors, si on prend une particule de fluide comme ça, à ce niveau entre 10 lignes de courant, alors qu'est-ce qu'on va voir après? Qu'il y a une vitesse en haut plus grande que la vitesse en bas, et ça va donner un décalage, ça va donner une rotation. Mais le volume reste le même. On dit que la divergence de V égale à 0 puisque le volume de la particule de fluide reste le même, ou l'écoulement incompressible. Mais attention, ici, un autre opérateur, si la rotation de V sera différente de vecteur D. C'est l'objectif de la vidéo qu'on va faire prochainement, c'est-à-dire l'opérateur rotationnel, c'est le troisième opérateur mathématique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.